Bonjour à tous, on va s'intéresser au diagramme d'activité. Alors le diagramme d'activité peut avoir un intérêt. Ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que ce diagramme d'activité s'attache toujours à un cas d'utilisation. Par exemple, une machine peut avoir un état normal, de fonctionnement normal pour un utilisateur, mais pourrait aussi avoir un état préparatif ou en préparation ou initialisation où on va paramétrer le système pour qu'il fonctionne normalement. On pourrait aussi avoir un état d'urgence, donc un cas d'utilisation, on est en système en urgence, donc on va faire d'autres fonctions. On pourrait aussi avoir un état diagnostique, prenons une voiture. Une voiture, quand quelqu'un vient et branche un capteur dessus, branche un système de valise dessus pour vérifier l'état des capteurs de votre voiture, il est en mode diagnostic, et donc la machine à voiture va pas réagir de toute la même manière, elle va donner des informations en fonction de du fait qu'on soit dans le mode diagnostic. Voilà, on pourrait avoir comme ça beaucoup de cas différents. On pourrait aussi avoir par exemple une machine qui réagit en fonction de l'individu qui se présente. Si c'est un utilisateur particulier, par exemple un client, on va réagir d'une certaine manière. Si c'est quelqu'un d'autre, on va peut-être réagir autrement. Voilà, en fonction de l'identification qu'on aura fait sur la machine. Voilà tout simplement. Donc un diagramme d'activité, ça décrit le déroulement d'un cas d'utilisation. D'accord? Ça c'est très important. Alors qu'un diagramme d'état-transition, pour ceux qui l'ont déjà étudié, ça décrira le changement d'état d'un bloc. D'accord? On n'est pas dans un cas d'utilisation. On parle de bloc. Donc ici, il faut avoir au moins fait le diagramme de définition de bloc, alors qu'ici, il faut avoir fait le diagramme du use case, le diagramme de cas d'utilisation. Voilà. En général, on commence par les diagrammes de cas d'utilisation avant d'arriver au diagramme de bloc. Mais pourquoi pas? On peut imaginer différentes solutions. Ce diagramme d'activité, il sera très très proche du diagramme de séquence. C'est pour ça que notamment en STI2D, souvent on se limite au diagramme de séquence. Mais on pourrait très bien partir sur un diagramme d'activité. Pourquoi pas? C'est une autre façon de travailler. Et puis, comme on l'a dit, le SysML, il est ouvert. L'objectif du SysML, d'une manière générale, c'est simplifier la lecture et la compréhension d'un système pour n'importe qui. Donc forcément, si on préfère travailler sur un diagramme d'activité, parce que en diagramme de séquence, c'est dur de comprendre ce qui se passe exactement, pourquoi pas prendre ce diagramme-là? Tout va. Donc c'est un choix. Un diagramme d'activité, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il fait une activité, on va passer une autre activité à une seconde activité dès qu'elle est finie, l'activité. Ça paraît logique, mais par rapport au diagramme d'état, il n'y a pas de condition. Dès l'instant où l'activité est finie, on passe à l'activité suivante. C'est ce qui fait un peu la grande différence. Alors je vais prendre un exemple, ça sera peut-être plus clair. Voilà, on a un distributeur automatique de billets. Donc on a un client qui va pouvoir faire des choses. Au départ, un diagramme d'activité, c'est comme tous les diagrammes. Il y a souvent certains diagrammes, en tout cas le diagramme d'activité et le diagramme d'état, il y a un point de départ qui permet de définir par où on commence le diagramme. Donc on est là, on va aller ici. La première chose qu'on va faire, c'est insérer la carte. Vous voyez que sur ce qu'on appelle les flèches, il y a, à part ici, des conditions, parce qu'on peut choisir différents chemins, mais en dehors de ça, il n'y a pas tellement de possibilités. Il n'y a pas de condition ici qui a été mise. Ce qu'on appelle des flux, ou des chemins, ou des flots. Ça porte plusieurs noms, cherchez pas trop. Ces trois noms-là sont tout à fait acceptables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de là à là, je vais là. Mais bon, la flèche, par bon sens, ferait que logiquement, on va aller de là à là. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que tant que cette tâche-là n'est pas finie, je ne peux pas faire les tâches suivantes. Mais dès qu'elle sera finie, j'irai ici, quoi qu'il arrive. Donc, maintenant que l'utilisateur a inséré sa carte, automatiquement, je vais passer à l'étape suivante, saisir le code. Et ainsi de suite. Alors, il y a des nœuds où on peut faire des décisions. On peut partir, on arrive ici, soit on va par là, soit on va par là. On peut faire un dépôt, par exemple, d'argent, ou un retrait d'argent. On peut faire une autre opération. On peut avoir plusieurs opérations sur un distributeur automatique de billets. On pourrait aussi avoir des chemins qui ont ce qu'on appelle ici des nœuds de bifurcation. On va faire les deux choses en même temps. Donc ça, à la fin, bien sûr, des deux choses en même temps, on va pouvoir les réunir pour pouvoir faire une suite. D'accord? Voilà, c'est à peu près le fonctionnement normal qu'on va avoir. On pourra avoir aussi des nœuds de fusion. Plusieurs chemins nous amènent à arriver vers une fin. Voilà. Enfin, il y a la fonction ici qui est la fin d'une activité. Ça, c'est un nœud qui termine toute l'activité. Quand on arrive ici,
si on arrivait ici, on a fini, quel que soit, si on avait pris, imaginez qu'on avait pris, pris ce chemin-là, et en même temps pris ce chemin-là. D'accord? Deux options. Et on arrive ici, si on voit cette activité-là, on cesse toute activité de ce côté-là. On arrête tout. Toute l'activité est arrêtée, et on reprendra l'activité donc au début, à l'initialisation. D'accord? Quel que soit le chemin qu'on est en train de faire ici. C'est un nœud de fin d'activité. D'accord? Il peut y avoir bien sûr plusieurs nœuds de fin d'activité. Plusieurs chemins peuvent s'arrêter, peuvent arrêter une activité. Plusieurs conditions peuvent arrêter une activité, finalement. D'accord? Qu'on a dit plusieurs choses. En fonction de ce qu'on aura fait, ben, ça va arrêter le système. Il y a un cartouche, on écrit act pour activity, tout simplement. Et après le nom de votre graphe. Il y a parfois le positionnement. Parce que si vous vous souvenez du cours sur les diagrammes de séquence, on avait un utilisateur avec une ligne de vie, un système ou un bloc avec une ligne de vie, etc., ou des sous-éléments avec des lignes de vie. Ici, on retrouve la même idée, sauf qu'on s'est dit, bah, c'était quand même très utile, très pratique de voir ce que fait le client, ce que fait le service comptable, ce que fait la livraison, etc. Dans un système ici, on a mis 3 systèmes, donc on a mis un client, une expédition d'un produit, et puis le service comptable qui va gérer l'achat du produit, et enfin le service de livraison qui va faire autre chose. On a ici, vous voyez, plusieurs états d'arrivée. C'est-à-dire, on peut accepter, par exemple, un client peut passer commande, on va vérifier la disponibilité, calculer le prix, donner un devis, accepter ou pas. Quand on arrive ici, on peut dire soit j'accepte, ou soit finalement on n'accepte pas, et puis à ce moment-là, on va peut-être annuler la commande. Donc il peut y avoir plusieurs options. Donc des fins d'activité peuvent exister à différents endroits. C'est pas parce que quelqu'un commence à vouloir passer un devis qu'il va forcément acheter le produit. Il pourrait très bien arrêter la commande bien plus tôt. Aborder la commande, donc supprimer la commande. Donc l'activité va s'arrêter. Ça c'est important. Il peut y avoir aussi des cas, alors sur un diagramme comme celui-ci, ou dans tous les diagrammes, je voudrais revenir sur ces lignes ici, on appelle ça ce qu'on appelle une ligne d'eau. Une ligne d'eau, ça veut dire qu'en fait, bon, c'est un peu plus large qu'une ligne de vie, c'est pour ça qu'on parle de ligne d'eau, et ça représente simplement, dans mon diagramme, les différentes étapes qui sont suivies par différents services. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être une manière d'expliquer. Je vous l'ai dit, en SysML, ce qui est important, c'est comprendre le fonctionnement. Qu'il soit expliqué avec des lignes d'eau pour éclaircir les choses, ou directement ici, comme on l'a vu un peu plus haut, où on suit un cheminement pour comprendre quelque chose, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que ça soit clair pour vous et que ça soit clair aussi pour faire à la fin un algorithme. Il y a des cas particuliers, par exemple, quand on a des choses très compliquées, des éléments particuliers, on peut rajouter ce qu'on appelle une remarque. On peut coller ici un petit panneau qui indique cette activité-là reflète en fait différents éléments que je précise ici à côté. Il peut y avoir aussi des tempos. Une tempo, souvent, on ne va pas dire attendre, on peut mettre attendre 10 minutes, mais on peut mettre un sablier. Le sablier étant plus clair peut-être pour beaucoup de gens, on peut mettre ça. On voit les deux, les deux documents existent, on peut voir sans ça, avec un carré, en disant il faut attendre 10 minutes. On peut voir aussi ce sablier-là apparaître avec marqué 10 minutes à côté. C'est la même chose. Et puis il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des fins de flux. Alors un fin de flux, c'est quoi? Imaginez que le cheminement ici arrive, on arrive deux commandes. Donc là ici on a une bifurcation. Ces deux lignes-là vont se faire en même temps. Mais imaginez que ça s'arrête. Ça n'existe pas. Que quand on a réglé la facture, on arrive à un fin de flux. On a réglé la facture, c'est fini. Donc la facture est réglée, donc on va suivre la flèche. La flèche va arriver sur ce symbole-là. Et dans ce cas-là, on ne va pas arrêter l'activité, parce que la commande n'est pas encore arrivée chez moi. On va juste arrêter on va arrêter la partie facture. Donc tout ce qui gère la facture va s'arrêter parce qu'on va arriver à un fin de flux, mais l'activité en elle-même qui permet de livrer la commande n'est pas encore finie, parce qu'on espère quand même avoir la commande, donc la fin de l'activité sera faite quand on aura livré la commande. Donc voilà deux chemins qui peuvent être différents, qui peuvent nous amener à d'un côté quand même arrêter une partie d'une branche, définitivement en mettant un fin de flux, mais arrêter l'activité complètement avec une fin d'activité. Voilà. C'est pour ça que parfois on peut mettre un fin de flux. La fin de flux, donc, c'est la fin d'un processus, mais l'activité ne s'arrête pas complètement. D'accord? Pour arrêter la fin d'activité, il faudra passer par ce symbole-là. Voilà, j'ai fini ce diagramme-là qui est, je le répète, pas forcément utile pour nous autres en STI2D, mais très utile pour, par exemple, pour décrire un cas d'utilisation.